et je suis en charge d'une équipe R&D qui travaille sur les sujets d'innovation, au sens large, sur des sujets comme la biométrie, le design électronique, la carte à puce et l'intelligence artificielle. Alors, je viens aujourd'hui participer à la table ronde sur les 50 ans de la carte à puce en tant qu'expert carte à puce et je vais pouvoir intervenir, raconter mon expérience. Au départ, le premier marché de la carte à puce, c'était la télécarte. Tout le monde a connu, en tout cas les plus vieux, ont connu les cabines téléphoniques avec la carte qui a permis de payer les communications. Ça a démarré avec Gimplus. La carte a évolué, notamment avec Schlumberger, avec l'addition d'un microprocesseur qui a permis de faire des fonctions beaucoup plus sécurisées. Cette carte à puce a évolué aussi en termes de marché, de domaine. On la retrouve dans le paiement bancaire, dans la carte d'identité, dans le contrôle d'accès, dans les badges qu'on voit de partout. Donc, elle a pu être réutilisée dans différents domaines et sous des formes différentes. On connaît tous la carte à puce, mais dans les années 90, on a vu apparaître la carte SIM qui au départ était au format carte à puce et qui petit à petit a rétréci. Aujourd'hui, on a des nano SIM. C'est ce changement de format qu'on a vu aussi apparaître dans différents domaines, par exemple dans les tokens qui sont utilisés en cybersécurité pour décrypter les mails ou pour faire de la signature. On la retrouve aujourd'hui en tant que SIM soudée dans un téléphone, la eSIM, qui permet de pouvoir télécharger des abonnements directement dans le téléphone sans avoir à insérer une carte SIM. Et on voit aussi une carte à puce qui continue à évoluer avec des nouvelles fonctionnalités comme la biométrie, la carte de paiement biométrique qui est commercialisée. On a vu apparaître ces dernières années aussi la carte DCV avec un cryptogramme dynamique au dos de la carte. Donc on arrive à faire évoluer la carte en lui apportant de nouvelles fonctionnalités. Et on voit aussi un attachement des usagers pour cette carte, notamment parce qu'elle est pratique. On la met dans un portefeuille, on peut en avoir plusieurs. Et grâce au travail qui a été fait, notamment sur l'aspect cybersécurité, sécurité en général, on a un attachement des personnes car il y a ce sentiment de sécurité. Les usagers ont confiance en leur carte. C'est ce qui fait qu'elle continue à perdurer. Donc moi je m'appelle Antoine Fournier, je suis maintenant directeur général de la société Scylla. Donc c'est une société qu'on a créée il y a 3 ans et qui est spécialisée dans le pentest. On propose essentiellement du pentest. Alors, depuis récemment, on propose aussi de la formation en matière de cybersécurité. Le pentest, tout simplement, ce sont des tentatives d'intrusion en fait, sur un ordinateur. L'objectif étant de tester les failles de sécurité chez un client. Donc nous, on propose essentiellement on propose tous les types de pentest, mais on est capable maintenant de proposer du pentest qu'on appelle en black box, c'est-à-dire en situation réelle. Et dans notre ADN, en fait, c'est de réfléchir aussi à l'évolution des méthodologies de pentest pour pouvoir proposer des choses plus innovantes, toujours plus en phase avec la réalité des menaces informatiques aujourd'hui. Et donc, on travaille sur l'évolution de nos méthodes de pentest régulièrement. Et on est de plus en plus exposé aux menaces informatiques, mais en réalité, tout ça, en fait, c'est assez logique. Le monde se digitalise de plus en plus, on a de plus en plus recours à des outils informatiques, donc par voie de conséquence, on a de plus en plus de failles de sécurité en fait, auxquelles on est potentiellement sujet. Voilà. Donc oui, ça augmente. Là, ce matin, juste avant de venir à Musec, en fait, je reçois un mail de France Travail, attaque informatique. Voilà. Donc oui, c'est la réalité du monde dans lequel on vit. On n'est pas tout à fait protégé contre les attaques informatiques.
Des questions que j'ai régulièrement avec mon équipe et je me dis, bon, mais est-ce que maintenant, quelle est la direction stratégique qu'on va prendre si on considère qu'à l'avenir, on aura résolu tous les problèmes de cybersécurité? Réponse de mon équipe, rigolade, ce n'est pas possible. Alors là, pour répondre à cette question, l'idée c'est que certaines entreprises développent des intelligences artificielles dont l'objet est d'anticiper ce qu'on appelle les attaques informatiques zero day, c'est-à-dire les nouvelles attaques informatiques. Donc il y a des réflexions sur différents types de technologies. Mon avis, c'est que à l'avenir, les failles de sécurité classiques seront plus facilement colmatées. En fait, il y aura moins de problèmes de sécurité classiques, mais puisqu'on va perfectionner davantage les outils, il va y avoir davantage de failles de sécurité. Celles-ci seront peut-être tout aussi dangereuses. Moi, quand on me pose la question, souvent je dis finalement le pentest, ce n'est pas vraiment une science, c'est plus du bidouillage. Ou plutôt la science du bidouillage. Donc, est-ce qu'on peut créer un pare-feu qui va empêcher quelqu'un de bidouiller? C'est difficile. Je suis David Camangelo de la société Tiempo Secure. Nous sommes une société dans le secteur de sécurité, de la propriété intellectuelle, de la sécurité. On fournit des solutions de sécurité à nos clients qui sont les gens qui fondent des chips. Donc on prend un petit coin de leur chip pour implémenter une zone sécurisée, une enclave sécurisée dans laquelle les secrets peuvent être cachés. Également offrir les possibilités de encryption et d'autres applications sécurisées nécessaires. Typiquement, ça c'est un OS Java 4 qui tourne dans le cadre d'un use case de eSIM, carte SIM. Je suis venu pour présenter effectivement l'évolution des cartes SIM, mais surtout dans le but d'enthousiasmer des étudiants dans le métier qu'il y a une vraie utilité de ces choses abstraites de cryptologie et de sécurité qui peuvent exploiter dans l'industrie, notamment chez nous, donc pour qu'on puisse recruter éventuellement des bons ingénieurs et des gens compétents dans ce domaine. C'est très difficile de recruter et encore plus difficile de recruter des gens compétents qui ont une vraie fibre de sécurité et de crypto, d'architecture de sécurité. Ça manque cruellement. Il y a des projets qu'on n'arrive pas à faire par manque de ressources internes, qui est un peu triste. La carte SIM montre une partie du génie de Etsy, parce qu'Etsy a voulu empêcher que les opérateurs téléphoniques ont la main sur des fournisseurs de téléphones mobiles. Donc, ils ont abstrait les identifiants dans une carte SIM, un UICC, qui permet de changer la carte SIM d'un appareil à un autre, qui donne une liberté aux abonnés qui puissent changer le mobile quand ils le souhaitent sans avoir besoin de demander aux opérateurs. C'est super. Maintenant, il y a une vraie distance entre les opérateurs et les fournisseurs de téléphone. C'est bien le souhait de Etsy a été réalisé. Maintenant, on veut faire de l'IoT. Donc, c'est les objets petits avec des faibles batteries. Donc, il faut faire des économies de taille et de consommation. Donc, ce qu'on trouve, c'est que la fonctionnalité de carte SIM est maintenant migrée dans une puce qui est soudée sur la carte à côté du processeur du téléphone. C'est quand même pas idéal parce qu'on a quand même le SoC, le processeur, plus un autre élément à souder. Donc, notre société fournit de l'IP que le fabricant puisse intégrer cette fonctionnalité au cœur de son chip, qui réduit la consommation, parce que ce n'est pas un chip externe, ça réduit la taille nécessaire, toujours bon, et en plus ça augmente la sécurité, parce qu'on ne peut plus attaquer directement l'élément sécurisé, c'est caché dans le chip. Donc c'est tout bénéfique pour tout le monde. J'espère que l'idée d'avoir des enclaves sécurisées sera généralisée. En ce moment, on trouve les attaques dans les voitures, les gens qui arrachent les phares pour avoir accès au buscan, qui permet d'injecter des messages sur le buscan. Sur le buscan se trouve aussi le système de sécurité pour les clés. Donc, on peut effectivement voler une voiture ayant arraché le phare et injecter les messages
Là, en intégrant les fonctions de sécurité dans chacun des puces qui sont sur le bus CAN, on peut effectivement empêcher ce genre de vol. Je suis Manon Dubien, vice-présidente de l'association le CEF6, donc qui est le Cercle des femmes de la cybersécurité. Je suis très contente d'être venue. On soutient quand même AMUSEC depuis plusieurs années. Donc à chaque fois, on venait faire des interventions ponctuelles. Et là, j'avais envie, soit Nassira, donc la présidente, soit moi-même, de venir expliquer devant les organisateurs en fait toute notre association et ses missions. C'était très important pour moi de venir et de vous soutenir aussi dans cet événement personnellement. Et donc, j'ai écouté tout à l'heure un petit peu votre intervention. Donc, c'est un secteur qui manque cruellement de femmes. Oui, tout à fait. Seulement 11% de femmes dans la cybersécurité, alors qu'on est quand même 50% de l'humanité. Donc, pourquoi se passer de ces talents féminins? Peut-être parce que ça ne donne pas envie. Donc, valoriser les métiers, c'est la première des choses à faire pour comprendre que ce n'est pas que de la technique, qu'on n'est pas tous avec une capuche comme des geeks. Donc, il y a plein de beaux métiers dans la cybersécurité et les femmes ont toute leur place.